Ok, vous m'entendez bien? Cool. Alors on est parti. Je sais qu'il fait chaud. Voilà, les bonnes places sont à côté du ventilateur. Donc moi je vais essayer de garder votre attention et puis de ne pas vous prendre trop de temps non plus. J'ai prévu maximum 30 minutes et en général j'essaye de tenir mon chrono. Avant d'y aller, je vais me présenter. Moi je suis Augustin Grimprel, surnommé AGR chez Octo. Et je suis un peu moitié data scientist. Je me suis commis sur des clusters Hadoop à une époque, j'ai fait du machine learning, et puis moitié tout ce qui est Ops. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'automatisation d'infrastructures, de l'utilisation de services cloud, plein de choses dans ce goût-là. Et du coup, dès qu'on parle d'industrialisation et d'automatisation de la data science, ça m'intéresse. Alors, Wassel m'a pas vraiment fait un cadeau, c'est-à-dire qu'au départ, il me dit oui, j'aimerais que tu fasses le talk d'ouverture, donc moi je suis d'accord évidemment. Et après, je me suis rendu compte que c'était un exercice pas évident parce que si je vous parle par cette chaleur pendant 30 minutes d'un sujet bien techos, je pense on va tous s'emmerder. Et du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous raconter comment on en était arrivé là. Bossel a évoqué des BBL, mais derrière, on a une réflexion de fond. Nous, chez Octo, on est un petit peu comme des hobbits dans la comté. En gros, on aime bien faire du joli code. On aime bien les belles choses, les trucs harmonieux, et on passe notre temps, entre autres, à poser des tests. Pas que. On a plein de bonnes pratiques, mais en fait, on aime bien poser des tests. Et puis, ce qui s'est passé depuis 2-3 ans environ, c'est qu'il y a des gens qui font du machine learning, de l'IA, enfin bref, on l'appelle un peu comme on veut. Certains sont partis, d'autres sont restés, qui sont arrivés, et puis qui ont commencé à dire « Ok, ça a l'air pas mal ça, et moi j'aimerais tester mon algo ». Du coup, ils essayent d'ajouter une ligne, et là, en fait, c'est un peu le mythe fondateur de toute cette réflexion sur crafting data science. Pourquoi c'est compliqué? Parce que si je veux tester entièrement, par exemple que j'ai bien conçu mon algorithme et qui prédit ce qu'il faut, j'ai besoin de le décrire entièrement. Et si je suis capable de décrire entièrement mon modèle de machine learning, c'est plus un modèle de ML en fait, c'est une succession de règles qui sont explicites. Et du coup, j'ai plus besoin de ML, j'ai juste besoin d'écrire toutes mes règles dans le code. Donc on s'est assez vite rendu compte que c'est pas possible de tester purement et simplement un modèle de ML et d'appliquer à la lettre ce qu'on fait sur le reste du code. Du coup, on était un petit peu obligé de réfléchir. En parallèle, à force de faire des projets un petit peu plus sérieux, il y a des gens qui se demandaient « Ok, c'est cool, je fais des notebooks, je fais de l'exploratoire. Il y en a ici au premier rang qui ont commis un certain nombre, des notebooks bien dégueulasses. » Voilà, il est là. Et puis le problème des notebooks, c'est que c'est super cool pour l'exploration. C'est très pratique, je vois tout ce qui se passe, j'ai plein de cellules, un espace mémoire partagé. Par contre, ils se demandaient, ok, mais comment je fais quand je veux être un petit peu sérieux et que j'ai envie de passer à ça? Ça, c'est un IDE, un vrai IDE, un truc un peu puissant. Je peux refactorer, avoir de l'aide pour écrire mon code, enfin bref, ce genre de choses. Et puis surtout, c'est des pratiques de code qui sont associées. C'est du versionning, donc on peut collaborer à plusieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de collaborer dans un notebook, c'est un petit peu vénère au quotidien. Et puis c'est aussi avoir du déploiement continu, des tests, une intégration continue qui vérifie tout ça et ce genre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que, ok, on peut mettre du code Python là-dedans, mais le code de data science, quand on est en mode exploratoire, il se satisfait mal d'être dans un environnement un peu austère comme un IDE. Donc on avait des questions comme ça qui arrivaient. Et puis on a d'autres personnes qui ont essayé par exemple de faire de l'Iron Car. Pour ceux qui ne savent pas, l'Iron Car c'est un concours de petites voitures. Donc on a la voiture, elle a une caméra, et puis elle est censée de façon autonome suivre un circuit et faire le plus de tours possible. Pour l'instant c'est le docteur arrive à faire 2 virages, mais on a bon espoir qu'elle fasse le tour d'ici la fin de l'année. Ils se sont rendus compte d'un truc quand ils ont fait ça, c'est qu'ils se concentraient beaucoup sur la partie modèle. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on a de l'image, il faut prendre les bonnes directions. Comment je modélise ça? Je fais des réseaux de neurones, du renforcement, des trucs comme ça. Ok, c'est super compliqué. Mais par contre, ils ont eu des gros soucis sur le reste. Le reste, c'est ils voulaient faire tourner des simulations dans le cloud. Ok. En se disant, plutôt que de juste prendre un dataset, je vais simuler des voitures qui passent sur la piste, voir les images qu'elles voient, entre guillemets, et puis je vais entraîner mes modèles là-dessus. Et à la fin, j'ai mon modèle et je le ship dans la voiture. Dit comme ça a l'air assez simple, mais en fait, c'est ultra chaud. C'est ultra chaud parce qu'on a plein de problèmes d'intégration. Comment je fais pour faire tourner des simulations visuelles
sur un serveur qui est chez AWS et qui n'a pas de serveur graphique. Là, on s'est pris des bons scuds dans la face. Comment je fais pour shipper mon modèle et toutes ces librairies associées sur ma voiture, sachant qu'elle, elle a une architecture processeur ARM et que j'ai fait tous mes entraînements sur du x86. Donc en fait, c'est juste pas les mêmes instructions, pas les mêmes codes et pas les mêmes librairies. Et des problèmes comme ça, on en a un paquet. Je vous en ai cité deux, mais il y en a un max. Et finalement, Constant, qui s'occupe de ça, il a passé 90% de son temps sur les trucs en rouge et max 10% sur la partie en bleu, c'est-à-dire trouver le modèle qui va bien et un modèle qui n'est pas trop bête et qui arrive à prendre des virages. Parce que ce qu'il a occupé, c'est vraiment toute l'intégration. Et ça, c'était pareil, un peu une découverte pour nos autres data scientists. Ce qui prend du temps, c'est pas forcément de faire le modèle, mais c'est même pas forcément de traiter la donnée, c'est le reste. On avait une autre petite frustration, c'est que ça, en fait, on n'en parle pas beaucoup dans les meet-ups de machine learning. Je ne sais pas si vous allez dans d'autres meet-ups. On parle souvent du dernier algo de renforcement, du nouveau réseau de neurones de la hype qui va nous permettre de gagner 2% sur le prochain Kaggle. Ce qui est super intéressant et intellectuellement, c'est très stimulant. Mais on s'est rendu compte, nous, que dans la vraie vie, c'est pas ce qu'on a. Nos problèmes, c'est pas d'aller gagner 2% de perf, c'est d'aller connecter les tuyaux rouges sur la figure. D'ailleurs, il y a des gens chez Google qui ont fait plein de publications là-dessus, et vous connaissez peut-être ce slide qui est assez célèbre, où ils disent, bah voilà, quand je fais des systèmes de traitement de données et qui se veulent un peu intelligents, en gros, la partie ML, c'est la petite boîte qui est là. Évidemment, la taille des boîtes est proportionnelle à l'effort qu'on a apporté dessus. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul et qu'il y avait d'autres gens qui poursuivaient cette réflexion. On t'enverra les slides, t'inquiète. Donc, Google, ils sortent les Rules of Machine Learning. Si vous ne l'avez pas lu, je sais pas, je ne peux que vous recommander de le lire. C'est une, je sais plus, 50 ou plus règles qui détaillent, ok, c'est quoi les bonnes pratiques quand je veux faire du machine learning. C'est bien dissocié et franchement, il n'y en a pas une seule où on trouve à redire. Donc ça, c'était super réconfortant parce qu'on se dit, ok, même chez les gens du web, même chez les gens qui sont ultra équipés, outillés, qui ont toutes les compétences en interne, ils s'intéressent à ces problèmes-là. En parallèle, on a testé d'autres trucs. Clipper, alors Clipper, je pense que ce n'est pas super connu. C'est des gens qui voulaient créer une stack d'exposition de modèles de renforcement. Nous, on n'est pas super fan de la solution parce qu'elle a lié trop de choses, donc c'est assez sclérosé. On est obligé de tout utiliser ou de rien utiliser, donc on n'est pas super fan. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont dit, ok, quels sont les problèmes qu'on a pour exposer du machine learning dans la vraie vie? Comment je fais pour gérer mes versions? Comment je fais pour les gérer avec les données, pour basculer de l'un à l'autre? Au fait, qu'est-ce que je monitore? Comment? Pourquoi? Bref, ils se sont posés toutes ces questions de la vraie vie. Et nous, en voyant qu'ils réfléchissaient dessus, ça nous a inspiré. Alors, on a commencé à se forger des avis en opposition, en disant, ok, leur vision ne nous convient pas, mais au moins on commençait à avoir des avis. On a aussi regardé un truc, et après j'arrête les listes, qui s'appelle Data Science Version Control. Eux, ils sont partis d'un autre problème, mais qui est un vrai souci, où ils disent, voilà, d'habitude, je versionne du code. Versionner du code, c'est assez facile, enfin je veux dire, mais aujourd'hui c'est un problème résolu, quoi. Git, ça marche bien, on sait tout faire avec. Par contre, en machine learning, ou en data science plus largement, j'ai un gros souci, c'est que mon code, il va avec des données, puis il va avec de la configuration ou des paramètres, genre les hyperparamètres de mon modèle par exemple, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si je fais bouger mon code sans avoir les données correspondantes, j'ai un peu loupé un truc, quoi. Du coup, ces trois objets-là, qui avaient des cycles de vie potentiellement assez indépendants, ils se retrouvent vachement liés. Comment je fais pour gérer les différentes versions des uns et des autres? Avec Git, c'est vite le bordel. Si vous avez essayé de mettre des datasets dans Git, je pense que voilà, tout le monde a essayé une fois. On sait que ça marche pas, c'est pas bien. Alors il y a Git LFS, mais Git LFS ça a ses limites. Et puis comment je fais pour stocker les hyperparamètres et les modèles sous forme pickle, etc. Donc ils se sont posés ces questions-là. Et pareil, ça enrichit notre réflexion. Au final, nous, ça nous a donné un peu notre façon de faire de la data science. Et notre but à travers ce meet-up, c'est de vous la partager. Et en fait, qu'on arrive aussi à l'enrichir tous ensemble et à réfléchir dessus. Cette vision qu'on a, c'est la nôtre. Ça veut dire qu'elle marche pour nous. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas adaptée pour vous.
Donc on n'a pas un message d'universalité, faites tous comme nous, non, non, pas du tout. Et par contre, on sait qu'elle sert nos enjeux. Et nos enjeux, nous, c'est aller en production, parce qu'on a des clients qui veulent aller en prod et qui ne veulent plus avoir des POC. Avoir des utilisateurs réels, pareil. On ne fait pas du ML pour faire de la com, en tout cas, on essaye de ne pas faire ça. Et leur rendre un vrai service. C'est-à-dire que les utilisateurs, à la fin, ils prennent le machin et ils l'utilisent au quotidien et ça leur sert. Sinon, on a loupé un truc. Nous, c'est ça notre objectif. Et c'est complètement OK qu'il y ait des personnes qui aient d'autres objectifs. Il y en a, ils veulent faire de la com. Il y en a, ils veulent tester un potentiel de l'IA, mais pas plus. Voilà. Nous, c'est notre vision du ML, de l'IA, de la data science, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est dans cette optique-là, en fait, qu'on s'est intéressé à toutes les problématiques que je vous ai exposées. Du coup, on a appelé ça Crafting Data Science. Alors, pourquoi le mot? Il y a deux sources d'inspiration. Crafting, parce que ça nous fait penser en fait au software craftsmanship. Qui connaît le software craftsmanship dans la salle? Ouais, ok, pas tout le monde. Et data science, bien sûr. Et on parle de data science et pas que, en tout cas, de machine learning. On fait une distinction, alors après, c'est des questions de vocabulaire. Pour nous, le machine learning, c'est un aspect de la data science, mais on aime bien prendre data science dans sa traduction littérale. La science autour de la donnée. Comment je fais pour prendre des données et les exploiter, en tirer de la valeur, une plus-value, voilà, ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu plus large. Je peux faire de la data science en faisant des statistiques descriptives et en ayant des pipelines de données. Je ne suis pas obligé de faire du machine learning, même si ça nous intéresse tous un peu plus. Le software craftsmanship, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un état d'esprit, c'est un mouvement, c'est plein de choses. En gros, c'est un ensemble de personnes qui considèrent leur activité de production de code, car c'est ce qu'ils font, ils sont développeurs, comme un artisanat, dans un sens très noble. C'est l'artisanat, le geste que je vais perfectionner encore et encore. Et c'est des gens qui ont un truc en tête, ils cherchent une meilleure façon de faire ce qu'ils font. Donc nous, c'est aussi ça qu'on aimerait tirer. Et puis la data science, donc, n'est pas machine learning, comme je disais, parce que le machine learning seul, en fait, c'est pas grand-chose. Je veux dire, je peux faire des super réseaux de neurones dans mon coin, j'ai rien livré pour l'instant. Ce ML, ou quelle que soit la technique, elle va évoluer dans un écosystème. J'ai des données qui évoluent, auxquelles il faut que je me connecte, etc. J'ai un écosystème informatique, j'ai des applications, elles vont s'exécuter, j'ai des SLA, des data centers, du réseau, des ERP auxquels il faut que j'aille me connecter, donc c'est toujours un peu compliqué, tout ça. Et puis humain, bien sûr. On a plein de problématiques humaines. Comment je fais l'adoption du machine learning, comment j'attaque tous mes problèmes d'éthique, comment je vais convaincre avec, comment je fais des choses qui sont utiles. Du coup, nous, on s'est forgé un peu nos convictions et on s'est dit qu'on avait 3 combats. En tout cas, c'est pas forcément les seuls, mais c'est les 3 trucs. On se dit, voilà, nous, en tant que crafteux data scientist, ce sur quoi on veut bosser, c'est ça. La méthodo, bien sûr, parce que la méthodo, c'est la garantie qu'on saura refaire ce qui a marché. L'intégration, donc c'est un peu ce qu'on disait avec l'Iron Car. En gros, faire du ML, c'est cool, mais le brancher et qui marche pour de vrai, c'est mieux. Et puis ce truc qui est un espèce de triptyque maléfique de code, de données et de méthodes d'apprentissage. Et en fait, les 3 sont couplés. Et c'est ça, la grande perturbation qu'introduit le machine learning dans le code habituel. Donc nous, on n'est pas en train d'opposer le machine learning, l'IT, ce genre de choses. On est juste en train de dire, voilà, il faut bosser sur les deux en même temps et s'attaquer à ces 3 sujets pour réussir à en faire quelque chose d'utile. On va passer rapidement sur les 3 et moi, ce que je présente, c'est à la fois la problématique, parfois nos convictions. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, il y a des trucs où on ne sait pas. Voilà, donc je vous montrerai juste les questions qu'on se pose. J'aurai pas de réponse, mais par contre, on est curieux d'avoir les vôtres. On a un couplage super fort, c'est ce qu'on disait, entre le code, la donnée et la méthode d'apprentissage. En gros, j'ai une méthode d'apprentissage qui va inférer des choses à partir de données. Et ces données, en général, elles sortent d'un feature engineering. Donc j'ai du code qui manipule la donnée. Et l'ensemble me génère un modèle. Et c'est bien tout ça, c'est les 3 en même temps qui créent un modèle. Du coup, si je commence à essayer de modifier l'un sans modifier l'autre, on sent tout de suite que je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est principalement un enseignement humain et organisationnel. C'est les espèces de data lab où j'ai des data scientists d'un côté, des développeurs de l'autre. Et quand les premiers ont fini de faire leur super modèle, ils envoient ça pour être industrialisé aux devs.
bah, ça va mal se passer, quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas délier les trois et se dire ah, faites juste du code et vous occupez pas du modèle. Donc c'est ça le fond du problème. Typiquement, quand j'ai un système habituel, bon, bah, il a des données, j'ai du code qui prend les données, qui exécute des choses, puis à la fin, j'ai une sortie. Donc pour nous, c'est relativement simple de savoir ce qui se passe. Soit ça marche, j'ai une sortie, soit ça marche pas, j'ai une belle stack trace, et voilà. Quand on introduit du machine learning, là tout de suite, tout devient plus compliqué. Alors j'ai mis machine learning, ça peut être autre chose. En fait, ce qui vient à travers cet algo, ici, c'est un contexte et des données antérieures. C'est à partir d'eux que j'ai conçu mon algorithme, en faisant des inférences, en faisant de l'apprentissage si c'est du supervisé, etc. Et ça fait appel au code et à la fin, ça me donne une décision. La décision d'un algo, c'est jamais qu'une proba, en général 0,1, par exemple si je fais de la classif binaire. Et tout de suite, on sent que ça va être moins évident. En fait, j'ai de l'incertitude. Avoir introduit cette petite brique de ML m'apporte moi beaucoup d'incertitude. Parce que si j'ai un problème, les causes sont innombrables. D'habitude, bon, bah, j'ai un problème, j'ai la stack trace, je lis les logs, ok, je sais que c'est là. D'un coup, c'est peut-être le code. Ok, j'ai un cas de test qui est mauvais. Mais si ça se trouve, c'est les données qui ont changé. Ou alors, c'est peut-être un cas que je n'avais pas prévu dans les données. Ou si ça se trouve, l'algo est plus à jour, il a dérivé et puis simplement, il me donne des mauvais résultats. Et là, d'un coup, au lieu d'une cause possible, je me retrouve avec 4. Et ça devient compliqué à investiguer. Et puis, la limite entre ça fonctionne ou ça fonctionne pas est pas toujours claire. C'est-à-dire, comment je suis capable de dire « Ouais, là, ça marche pas, l'algo, il donne des prédictions à la noix ». Bah, c'est pas toujours évident. Alors, il y a des cas, ok, on voit, il prédit toujours 0, mais il y a d'autres moments, quand il dérive doucement dans le temps, comment est-ce que je fais? Comment je définis qu'il fonctionne mal? Du coup, tout ça plaide un peu pour l'approche qu'on essaie de développer, c'est-à-dire s'outiller, avoir de la méthode, avoir des bonnes pratiques, parce qu'on n'arrivera pas à attraper tous les problèmes, mais au moins nous, on sait se développer des pratiques et des approches qui fonctionnent. Quelques solutions qu'on a testées et qui sont approuvées par Octo, en tout cas. J'ai pas la prétention, pareil, de faire de l'universel, on va aller assez vite et on en reviendra dessus dans les futurs talks. Au contraire, ça peut être des sources d'inspiration pour vous, pour venir, bah voilà, je vais venir vous parler, par exemple, de software craftsmanship à tel moment. Nous, on veut traiter le code de data science comme du code. C'est ce qu'il est, du code. Des lignes de Python, de Java, de Scala, de ce que vous voulez, de Perl. Donc, tout ce qu'on fait en software craftsmanship a moyen de s'appliquer ou en tout cas de nous bénéficier. En particulier les tests. On peut tester plein de choses. Pas forcément tout. On a vu que tester le fit d'un modèle, c'était compliqué. Par contre, tester du feature engineering, ça se fait. On le fait tous les jours. On a des gens dans la salle qui font ça en ce moment même et ça se passe plutôt bien. Mais c'est aussi plein de pratiques et des pratiques humaines. C'est faire du pair programming, faire des reviews, avoir des standards de code. Moi, il y a un truc qui m'a toujours effaré, c'est dans un data lab de maturité, on va dire un peu moyenne, combien de data scientists ne veulent pas qu'on revoie leur code? Bah, beaucoup. Et moi, je trouve ça assez effrayant parce que ce code, c'est un truc qui va être utilisé après. Donc, il doit être à un niveau de qualité un petit peu plus élevé que non, j'ai trop peur pour que tu le regardes. Notre objectif, en somme, c'est avoir du code qui est maintenable et qui est de bonne qualité. Et si on le prend un peu comme le manifeste agile, en fait, ce serait du code de bonne qualité plutôt que du code performant exhaustif. Nous, notre souci, c'est pas d'avoir le modèle optimal, hein. On s'en fout. Notre souci, c'est d'avoir un modèle tout court. Nos clients, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de chercher les 2% de performance, ils sont en train d'essayer d'avoir un système qui fonctionne et qui est branché. La performance, c'est cool, mais on verra dans un deuxième temps. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je sais qu'on fait souvent face à des data scientists qui sont souvent ingénieurs et en fait, moi j'ai suivi un peu pareil, hein. On aime bien les objets complexes. Un modèle de machine learning, c'est un truc compliqué, c'est très abstrait, il y a beaucoup d'étages, il faut comprendre, il faut se plonger dedans. Intellectuellement, c'est tellement bien, c'est tellement stimulant. Et en fait, l'ingénieur qui est en nous un peu doit dire « Ok, c'est super, mais notre priorité, c'est un truc qui fonctionne quoi, dans la vraie vie. » Donc, on fera du complexe, mais on fera du complexe quand on en aura besoin. Et si j'ai rien contre les data scientists. Ce qu'on aime bien aussi, intégration et déploiement continu. Alors, si vous voulez me convaincre que c'est pas la bonne solution, il va falloir beaucoup d'arguments et beaucoup de bière.
Qui fait de l'intégration continue ici? Qui sait ce que c'est? Ouais. Qui en fait au quotidien? Ok, bon, à peu près pareil. L'intégration et le déploiement continu, pour ceux qui ne savent pas, l'idée c'est en gros, j'automatise tout. Le packaging de mon code, le run des tests, le déploiement. Intégration, déploiement continu. Donc quand ils sont automatisés, ça veut dire que je peux les faire systématiquement. Je fais un commit, je tourne les tests, etc. etc. Gros avantage, je le fais souvent, donc j'ai moins peur, je vais vite détecter mes erreurs. Et en plus, je ne fais pas d'erreur. La machine ne fait pas d'erreur. Elle n'oublie pas de lancer la commande sudo machin chmod parce qu'il y en a besoin. Moi, je suis un humain. Si je le fais 10 fois, je suis à peu près sûr que je vais l'oublier au moins une. Donc, intégration, déploiement continu. Et keep it simple, c'est ce qu'on disait avant. Google, ils en parlent dans les rules of machine learning et ils le disent. Quand vous commencez simple. Votre premier modèle doit être simple. Voire, c'est une bête statistique comme métrique. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Essayez pas de modéliser tout le métier. La première règle, même, je ne l'ai pas mise, mais ça aurait été un peu provoque, c'est votre produit n'est pas obligé de contenir du machine learning. En fait, ouais, on n'en a pas besoin. Il y en a plein d'autres qu'on a appliqués, qu'on a tiré du software craftsmanship, mais je ne vais pas toutes vous les faire. L'intégration. Alors l'intégration, en gros, c'est comment je prends des trucs indépendants, donc qui n'ont pas été faits pour bosser les uns avec les autres, et comment je fais pour qu'ils fonctionnent ensemble et qu'à la fin, ça rende le service que ça doit rendre. C'est un fat sujet, et en fait, on le redécouvre un peu. Plein de data scientists en sont, comme nous tous, là, en train de se dire hey, l'intégration, c'est chaud, quoi. J'ai plein de problèmes qui peuvent m'arriver dessus. Sur le réseau, sur les droits, sur les machines, sur les protocoles, sur les formats de données, sur les contrats d'interface, tout ça. Et en fait, nous, on redécouvre ça, mais en informatique, il y a des boîtes qui en ont fait leur métier. Accenture, ils ont vécu pendant 20 ans sur l'intégration. Vous leur filez un gros chécos, et en fait, ils se tapent tous ces problèmes-là pour vous. C'est un choix. Et nous, notre conviction, c'est que c'est essentiel. Si on ne s'intègre pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait pas cet effort en fait de s'intégrer, c'est-à-dire de travailler avec les vraies données issues de la production pour livrer un vrai service que l'utilisateur va avoir comme il l'aura au final. La tentation est forte d'avoir un snapshot. On se dit, c'est facile. Je prends un snapshot des données, je bosse sur mon algo, sur mon système et tout, j'ai mes métriques, j'ai mon notebook, tout va bien. Et c'est vrai que ça permet de dérisquer un peu. Par contre, ça nous expose énormément sur deux autres points. Le premier, c'est que je vois une vue des données à un instant T. Qu'est-ce qui se passe si elles ont évolué entre-temps? C'est un peu caricatural, mais si je prends des données de vente et qu'en fait on est en train de changer de CRM, l'outil de gestion de la relation client, je suis en train de louper complètement que la qualité de mes données va changer, leur format va changer, voire leur contenu va changer. Parce qu'en fait, en changeant de CRM, on a changé les objectifs des commerciaux et ils ont arrêté de remplir le nom de leur contact chez le client parce que voilà, c'est plus dans leurs objectifs. Du coup, j'ai plus accès à la donnée. Et ça, si je bosse sur un snapshot, je suis aveugle à tout ce qui se passe là-dessus. Et évidemment, l'autre point, c'est que si je bosse pas sur un aspect un peu flux, en temps réel, etc., j'ai des pièges d'un point de vue algorithmique. Si je commence à calculer des machins en moyenne mobile sur des fenêtres de ouf, mais qu'en fait les données arrivent au fil de l'eau dans le désordre, j'ai des features qui vont commencer à perdre en pertinence quand je serai en prod. Et ça, c'est la mauvaise surprise du jour où je branche le bouton et le système est activé. Et puis, ne pas s'intégrer, c'est remettre à demain ce qui est le plus incertain. Ça, c'est des vrais verbatims. On m'a dit ça, genre de visu, voilà, la personne en face assume et me dit ça. En production, on n'a que Java ou PHP, pas de Python. Quand vous devez mettre du machine learning en prod, c'est pas une bonne nouvelle. En fait, les problèmes d'intégration, c'est des problèmes qui sont innombrables par nature. Tout peut foirer, tout. Et vous ne pourrez jamais tout anticiper. Ils sont innombrables et puis ils sont incertains. Ça veut dire qu'on ne sait pas si on va pouvoir les résoudre et souvent, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En fait, si j'ai un problème de sécu, de pare-feu pour accéder au SAP qui contient la donnée dont j'ai besoin pour mon modèle, je commence à être vraiment mal parce que si le RSSI ne veut pas l'ouvrir, je peux rester bloqué 1 an. Du coup, nous, chez Octo, on ne négocie pas avec l'intégration. No way, c'est le premier truc qu'on va faire. Et ça, c'est un Rex, pour le coup, qu'on a. Dès qu'on fait de la data science, c'est le premier truc qu'on va viser. Avoir un flux de données du début jusqu'à la fin. Au début, il sera simple, ok, mais au moins, il sera là. Pourquoi? Parce que tant que je ne suis pas en prod, j'ai gagné
Zéro. Zéro. Voilà. Pas d'utilisateur, pas de feedback, pas de gain commercial, pas d'avantage concurrentiel. Zéro. Rien. Du coup, il faut aller en prod. Et pour aller en prod, il faut que je me tape tous ces problèmes le plus vite possible. Et enfin, la méthodo. Moi, j'adore cette petite phrase. Vous êtes sûr que vous saurez faire? Parce qu'en son fort intérieur, celui qui a de la méthodologie, il répond oui. Et celui qui n'en a pas, il répond peut-être. Alors moi, je trouve que répondre peut-être quand on demande si on est sûr, c'est assez... ça en dit long, mais... Bon. En gros, notre objectif, pour rappel, c'est créer un système qui rend service à des vrais utilisateurs, des utilisateurs réels, et un vrai service qui leur est utile, quoi. Du coup, comment je fais pour rendre ce succès répétable? Nous, chez Octo, on l'a déjà fait, puis il y a des moments où ça a foiré aussi, on va le dire. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça marchait? C'est ça le truc de la méthodo, et c'est ça aussi que moi j'espère voir dans les prochains talks, c'est extraire les facteurs de succès qu'on va pouvoir prendre d'un contexte et les mettre dans un autre pour qu'à nouveau, tout notre travail de data scientist soit efficace et utile. Un premier élément de succès, c'est les boucles de feedback. Alors, nous, à Octo, on n'est pas très bon, c'est-à-dire que ça, on a identifié le truc, on sait que c'est un vrai sujet, on n'a pas encore de super pratique là-dessus. Donc, si vous en avez, on est preneur. La boucle de feedback, en gros, c'est le truc qui me permet de savoir si mon modèle, si mon système est bon, s'il est pertinent, et en gros, sur les cas que j'ai prédits, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Alors j'ai des boucles de feedback cachées qui viennent détériorer mon modèle, il faut que je fasse attention. Et puis j'ai des boucles de feedback explicites où j'attends que les utilisateurs me donnent justement ce feedback et valident. Ouais, là tu avais prédit une panne et effectivement il y a eu une panne, donc c'est bon. Ça force à poser les questions qui fâchent, de trouver les boucles de feedback. Quelle métrique? Comment je fais pour évaluer le modèle? Ah ouais, et là on commence à discuter avec le métier. Ah non, c'est pas cette métrique, c'est moi qui décide, c'est moi qui paye, etc. Et puis ça nous force à rencontrer les utilisateurs. Et quand on leur pose la question de quoi ils ont besoin, on s'expose à la réponse. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien nous dire, en tout cas, certainement pas de machine learning. Et dans ce cas-là, il faut qu'on fasse autre chose. Mais au moins, en s'intéressant aux boucles de feedback, on sait qu'on est en train de construire un vrai système qui est utile et surtout qui ne va pas se détériorer. S'inspirer des utilisateurs, ça paraît évident, surtout pour les gens qui ont fait de l'agile, qui ont fait de la user experience, ce genre de choses, mais c'est le plus important. Ces gens-là, ils connaissent leur métier. Ils l'ont modélisé. Parfois, ça fait des centaines d'années qu'ils le font. Demandez à des gens qui font de la compta, ça fait des centaines d'années qu'on fait de la compta. C'est réglé comme du papier à musique. Donc, s'ils ont des bonnes idées, on peut commencer avec ça. Et nous, ce qu'on a fait récemment sur un projet, c'est on n'a pas du tout fait d'algo de ML au début, on a mis une règle métier, bidon, mais au moins on avait un truc en prod. Et à partir de là, on a commencé à avoir du feedback, et les choses ont commencé à bien se passer parce qu'on avait les idées, puis on est parti sur autre chose que ce qu'on avait imaginé, etc. Donc, s'inspirer des utilisateurs. Attention au mot utilisateur. Les gens qui sont intéressants, ce n'est pas forcément ceux qui vont suivre les décisions du modèle. Je prends un exemple. Un opérateur sur une chaîne à qui on a dit « Ah, c'est le système ici qui te dira si la soudure est bonne ou pas bonne. » En fait, ce n'est pas un utilisateur. Il n'a pas le choix. Il doit suivre ce que lui dit le système. Le vrai utilisateur, c'est celui qui prend la responsabilité de dire « je vais utiliser ce système ». Donc c'est l'ingénieur qualité dans l'usine qui dit aux opérateurs « voilà, vous utilisez ça ». Et c'est un truc important, c'est cette personne-là qu'il faut aller voir. Ceux qui vont suivre l'indication, ils n'ont pas le choix, ils doivent subir ou prendre du plaisir, mais enfin voilà, c'est les deux seules options qu'ils ont, quoi. C'est un peu triste. Et donc, on l'avait dit, faire un flux end-to-end le plus vite possible. Ça, c'est un élément de méthodo pour nous. Voilà. On aura quelque chose. Alors, c'est pas entier, mais au moins, on a un premier truc. Et pour finir, et comme ça, j'aurais tenu mon temps. L'esprit crafting data science, c'est quoi? Le machine learning, c'est pas une fin en soi. Alors, on l'a dit plus tôt, nous, ça ne nous intéresse pas de faire du ML pour faire du ML. Ce qu'on veut, c'est faire du ML qui est utile. Et pour faire du ML qui est utile, on a plein d'obstacles sur notre route. On a vu, on en a parlé de certains. Du coup, ce qui nous intéresse en tant que communauté, c'est trouver les bonnes façons de faire pour gérer ces obstacles et les surmonter et aller plus loin. Nous, on a imaginé 3 grands axes de travail. Hein, voilà, c'était le triplet maléfique code, data, apprentissage qui nous pose des sacrés problèmes au quotidien, qui est assez technique finalement. Les problématiques d'intégration, dont on ne parle pas beaucoup, et en machine learning, on a des cas assez exotiques, donc c'est plutôt fun. Et tout ce qui est méthodo.
Et moi, si j'avais juste un truc à vous dire, bah, c'est nous, à Octo, on va partager ce qu'on sait, mais surtout, on compte sur vous, en fait, pour prendre le risque et venir nous raconter, voilà, moi, j'ai essayé tel truc, ça a marché, ça n'a pas marché, mais au moins, on aura du Rex. Merci.